Bonjour la famille Lanquiture. Dans cette vidéo, je vous parle, ou plutôt je vous présente le résumé de l'Indore ou les métamorphoses d'Apulée. L'écrivain, je pense, algérien qui a écrit l'Indore. L'œuvre a été écrite en latin, je pense, mais a été traduite en français, en anglais, en espagnol, en arabe aussi. Donc, je vous présente un petit résumé des 11 livres de, de ce roman écrit par Apulée. Donc, le roman d'Apulée date du XIIe siècle, du XIIe siècle, après Jésus-Christ, pardon. C'est un roman à la première personne, bien sûr. Le personnage principal, le narrateur, si c'est Lucius, n'est-ce pas? Le premier roman latin qui nous est, donc c'est le premier roman latin qui nous est été conservé. Le livre 1, au cours d'un voyage en Thessalie, exactement, Lucius a fait un voyage en Thessalie. Thessalie, c'est une ville qui est connue par la magie, qui a une réputation sur le plan de la magie, de sorcellerie, etc. Pays par excellence de la sorcellerie, de zèle. Le narrateur Lucius, très curieux de magie. Il faut souligner la question de la curiosité, c'est que Lucius est très curieux. Il veut découvrir ce monde, le monde de la magie. Donc, la curiosité sera l'origine du mal de Lucius. Souligner la curiosité. Lucius est très curieux, fait la connaissance d'un autre voyageur. Donc, on est toujours au début. Donc, c'était Aristomène qui lui raconte une épouvantable histoire de la magie noire dont il a été le témoin et a failli être la victime. Après leur séparation, Lucius gagne la ville d'Hypata, où il descend chez son hôte Milan. Donc, c'était son ancien ami Milan. Milan, c'est un ami. Donc, sa femme est une magicienne, soulignez ça. Et Lucius va faire une connaissance avec la servante comment s'appelle monsieur? De Milan. Il va avoir de relations amoureuses avec cette dame, cette femme, et cette femme aussi va le guider à un monde va le guider à un monde des douleurs. Donc, il va lui montrer comment réaliser son rêve, sachant que la servante Photis, s'appelle Photis. Donc Photis a indiqué à Lucius que Pamphilée, la femme de Milan, c'est une magicienne. Et de temps à autre, elle prend la forme d'un oiseau, d'un hibou, et il s'envole. Donc ça a frappé le regard de Lucius qui est très très ambitieux, qui est curieux de découvrir ce monde, de devenir un oiseau. Il a demandé à Photis de lui montrer comment ça se fait. Donc Photis lui a dit que j'ai vu que la femme de Milan se comporte ainsi, il flatte un onguent, etc. Donc là, une pommade. Qu'est-ce qu'il va arriver? Donc Lucius va essayer de faire de la même façon pour qu'il puisse devenir un oiseau. Vous voyez? Et il va se frotter de l'onguent. Mais il va se tromper et au lieu de devenir oiseau, il va devenir un âne. Vous voyez le problème? Donc voilà le deuxième livre, plutôt le deuxième livre. Donc en se promenant dans la ville d'Hypata, Lucius fait la rencontre d'abord de Byrène, une grande dame, amie de sa famille, qui lui met en garde. Attention Lucius, contre les redoutables pratiques magiques de Pamphilée, donc la femme de son hôte qui s'appelle Milan, n'est-ce pas? De retour chez celui-ci, et s'offre une nuit d'amour avec la jeune esclave Photis. Photis, c'était la servante de son ami Milan. Et Pamphilée, la femme de Milan, experte en la matière. Le lendemain,
Au cours d'un dîner chez Biren, elle entend raconter une autre terrifique histoire d'une sorcière. En rentrant chez Milan, elle est assaillie par 3 brigands, mais parvient à les tuer à coups d'épée. Au livre 3, au matin, Lucius est mis en état d'arrestation. Donc, Lucius, au retour, va, va, va être arrêté par 3 brigands et il va les tuer. On va voir ce qui va arriver dans ce cadre-là, cette opération. Donc, au livre 3, Lucius se mit en état d'arrestation et traduit en justice pour répondre du meurtre des 3 hommes. En fait, il s'agit d'une mystification. Ce ne sont pas des hommes, mais des outres. Ce sont des outres gonflées de vin qu'il a percé de son épée. Et le procès n'était qu'une mascarade entrant dans le cadre de la fête du rire. Par la suite, Photis le fait assister à la métamorphose de Pamphilée en oiseau et lui indique le moyen d'en faire autant. Mais elle se trompe d'ongon magique et Lucius se trouve métamorphosé en âne. Voilà le problème. Durant la nuit, la maison de Milan est assaillie par une troupe de brigands qui la mettent au pillage et emmènent l'âne Lucius pour le transport du butin. Donc, les brigands vont exploiter Lucius qui est devenu âne et va porter leur butin, leur affaire, ce qu'ils ont cambriolé. Donc, en ce qui concerne le livre numéro 4, Voyage dans la montagne en compagnie des brigands, histoire diverses de banditisme, les brigands kidnappent une jeune fille de bonne famille afin d'en tirer rançon. Dans leur caverne, afin de consoler la jeune captive, une vieille femme qui sert de cuisinière aux malfaiteurs. Donc on a une vieille femme qui est cuisinière de ces brigands, qui travaille comme prisonnière de ces brigands. Qu'est-ce qu'il va faire? Lui raconte l'histoire d'amour et de psyché. Donc, dans ce cadre-là, la vieille femme va raconter à la fille volée, la fille qui a été volée par les brigands, l'histoire de Psyché et Cupidon, l'histoire de l'amour et donc c'est une histoire amoureuse qui est symbole des sacrifices, vous voyez. Donc je pense que cette histoire transgresse trois chapitres ou trois livres de cette œuvre-là. Donc, dans leur cas, voilà, conte de faits susceptibles d'une lecture philosophico-religieuse. Donc, c'est un mythe. Livre 5, suite du conte Amour et Psyché qui raconte comment une jeune fille d'une beauté merveilleuse, cette Psyché, ou âme devenue l'épouse de l'amour, Dieu, entre guillemets, Dieu de l'amour. Lui-même perd celui-ci pour avoir. Donc, on a dit, la femme lui raconte l'histoire d'amour et de Psyché. Donc, ce sont de mythes, de contes, de faits susceptibles d'une lecture philosophique religieuse. Donc, il s'agit du mythe de Psyché et Cupidé. Donc, Psyché, Cupidon. Psyché, c'était une fille très très belle, d'une beauté extraordinaire, d'une beauté qui a transgressé les normes, d'une telle façon qu'elle va provoquer la colère de Vénus. Donc, Vénus, pour se venger de cette rivale, donc il va envoyer son fils Cupidon pour se venger de Psyché. Okay? Mais Cupidon va tomber amoureux de Psyché. D'accord? Mais elle va vivre une expérience de relation conjugale avec Psyché avec une condition, c'est de ne pas permettre à Psyché de découvrir son visage. Il va dire à Psyché que attention, n'essaie pas de dévoiler mon visage. D'accord? Mais à cause de la curiosité de Psyché,
Celle-ci va, pendant une nuit conjugale, va essayer d'enlever la couverture et de dévoiler le visage de Cupidon, ce qui va allumer la colère de ce dernier, qui va la quitter. Il ne va pas la punir sévèrement, mais il va se contenter de la quitter. Donc, et là, Psyché va va à la recherche de son amour, Cupidon. Donc là, elle est entre les mains de Vénus qui va, euh, qui va mettre des épreuves à Psyché pour qu'elle, euh, pour qu'elle la pardonne. Donc elle va mettre un ensemble des épreuves à Psyché. Donc Psyché sera aidée par Cupidon d'une façon extraordinaire à dépasser ces épreuves. Et euh, elle aura la chance de regagner son amour Cupidon. Donc, ce mythe va rester le symbole des sacrifices, les sacrifices de l'amour. D'accord? Donc, voilà l'histoire qui a été racontée par la vieille à la fille volée. On est donc au niveau du livre 5, suite du conte d'amour et de Psyché, qui raconte comment une jeune fille d'une beauté merveilleuse, Psyché, ou homme, devenue l'épouse de Amour, Cupidon lui-même, perd celui-ci pour avoir voulu le contempler, alors qu'elle n'en avait pas le droit. Puis, puis finit par, c'est ce que je viens de dire, puis finit par le retrouver après avoir accompli une série d'exploits. Les exploits, ce sont des épreuves mises par Vénus, la mère de Cupidon. Accomplir une série d'exploits qui sont autant d'épreuves de caractère initiatique. Le livre 6, fin du conte d'amour et de Psyché, l'âne Lucius et la jeune captive tentent une évasion commune. Une évasion qui sera condamnée à l'échec, mais ils sont repris par les brigands qui les condamnent à un supplice particulièrement sadique. Oui, exactement. En ce qui concerne le livre numéro 7, un brigand supplémentaire nommé Emus vient s'adjoindre à la bande. En fait, c'est un faux brigand qui n'est autre que le fiancé de la jeune captive. Venu pour tenter de délivrer celle-ci, il y parvient après le mariage. L'âne est confié à des esclaves bergers appartenant aux jeunes mariés. Oui, et il connaît chez eux d'assez pénibles tribulations. En ce qui concerne le livre numéro 8, les esclaves aux mains de qui se trouve Lucius apprennent la mort de leur maître, survenu dans des conditions particulièrement dramatiques, double meurtre suivi d'un suicide. À cette nouvelle, ils décident de prendre le maquis. Et Lucius accomplit avec eux un voyage riche en dangers et en péripéties diverses. Après quoi, il est vendu à une troupe de moines mondiaux, prêtres de la déesse syrienne, entre guillemets. Oui, c'est ça. En ce qui concerne le livre numéro 9, Tribulation de Lucius chez les prêtres, qui finissent par se faire arrêter à la suite de leurs pratiques malhonnêtes. L'âne est alors placé chez un meunier. Double histoire d'adultère, le meunier ayant trouvé la mort, l'âne se trouve chez un maraîcher, où il est témoin d'un épisode à la fois fantastique et tragique. Après quoi, à la suite d'une altercation avec un légionnaire romain, le maraîcher se trouve en prison et Lucius passe aux mains du militaire. Exactement. En ce qui concerne le livre 10, récit d'un crime particulièrement odieux dont Lucius est le témoin. Puis il est vendu à de nouveaux maîtres qui font de lui un âne savant. Une grande dame dépravée fait de lui toujours sous forme animale, son amant. Donc le maître de l'âne décide alors de faire de ce nouveau tour un spectacle public en produisant l'âne dans un cirque avec une criminelle condamnée aux bêtes. Donc c'est là où
l'âne Lucius va refuser d'avoir une relation amoureuse avec cette criminelle parce qu'elle a entendu ce qu'elle a commis contre son mari, contre son rival, etc. Donc, elle n'a pas pu faire de relations sexuelles avec cette femme. Mhm. Donc, une criminelle condamnée aux bêtes, récit des crimes de cette femme. Redoutant les fauves qui font aussi partie du spectacle, Lucius décide de s'évader et il y parvient. Au livre 11, donc le retour, donc, même, donc, je pense que cette œuvre-là représente la, la, la pensée de Platon. C'est, le cosmos est construit selon cette base. Donc, le passage de l'ordre, le chaos vers l'ordre, le désordre, le chaos vers l'ordre. Donc là, dans cette histoire, on a vu qu'on était dans le désordre, dans les malheurs, dans les voyages, les expériences, donc les tribulations, les vicissitudes. Et enfin, au chapitre 11, on va voir la tranquillité, la paix, le calme, l'ordre. Donc le retour. Donc cette histoire est en train de... C'est un, c'est une imitation de cette représentation du monde, si vous me permettez. Donc le retour, ça va être incarné par le retour à la religion. La religion. Donc livre 11. Après son évasion, l'âne Lucius se trouve au bord de la mer. Il adresse une prière fervente, la prière à la lune qui se lève au-dessus des flots. Puis il s'endort et pendant son sommeil, la déesse Isis lui apparaît et lui indique comment il pourra recouvrer la forme humaine. Au cours des grandes fêtes religieuses du lendemain, description de la fête d'Isis, Lucius redevient homme et décide de se faire initier au mystère d'Isis et d'Osiris et de devenir prêtre de la religion égyptienne. Puis il va s'établir à Rome où il reçoit l'initiation ultime à devenir un homme de religion. Il va se libérer de son adultère, de ce vice, parce que Lucius, à cause de ces relations sexuelles qu'il a vécues, il a été transformé en âne et il sera incapable de faire l'amour avec son sexe d'âne. À noter, le récit principal est constamment interrompu, beaucoup plus que chez Pétrone, par des anecdotes adventices, sortes de nouvelles insérées dans la trame du roman, selon une technique maintes fois utilisée par les, les poètes épiques, notamment Stas dans Thébaïde, dont plutôt tant dans ses récits annexes que dans l'intrigue de base. Érotisme, violence et thèmes macabres tiennent une très large place. L'image qui s'en dégage est celle d'un monde âpre et cruel, avec lequel l'univers lumineux et apaisé du livre 11 font un, font un saisissement contraste. Quant aux contes d'amour et de psyché, sont étendus fait de lui un véritable roman de le roman, mais son sujet, curiosité fatale, entraînant déchéance, puis résurrection après une série d'épreuves, est fondamentalement le même que celui du roman tout entier. Interprétation des métamorphoses. Donc, Apulée est un philosophe très célèbre et très sérieux. Apulée. D'où la surprise de ses contemporains devant ce roman. Renaissance, Béroald, italien, etc. Donc c'est pas important, je pense. Donc voilà, s'il vous plaît, euh, un petit commentaire. Eh bien, moi, dans ce style, donc je pense c'est Apulée qui parle. Dans ce style milésien, c'est quand on a une histoire de la débauche, ok? Donc c'est ma mémoire est bonne. Donc il y a ce critère-là de la lubricité.
Dans ce style mélésien, je vais te broder une chaîne de contes variés. Et si seulement tu ne renacles pas à déchiffrer les gribouillis d'un calame du Nil sur un papyrus égyptien, te faire admirer en caressant d'un agréable murmure ton oreille amicale. Comment des humains changent de forme et de condition, puis de réchef et à rebours se transforment en eux-mêmes. Je commence, qui parle? En bref, écoute, ma race tient par d'antiques racines. On monte Hymette, Attique, à Isthème et Éphirène de Corinthe et au cap de Ténare en pays spatial, terre féconde, vouée à l'éternité par une littérature plus féconde encore, et mes premières armes d'enfant m'y font valu pour prime de noviciat, la maîtrise de la langue attique, plus tard dans la vie des latins dépaysés, étudiants improvisés, à grands ahans, sans maître aucun qui me guidât consciencieusement à la source. J'ai appris à fond l'idiome indigné des vieux qui ritent, et donc pardon d'avance s'il arrivait d'aventures étrangers pratiquant en néophyte les figures de forum, et j'y trébuchasse, quoique finalement le fait même de passer d'un langage à un autre, comme un cavalier change de cheval à la voltige, répondre aux gens que nous abordons. C'est un conte à la mode grecque que nous commençons. Lecteur, lis bien, tu vas te réjouir. Donc c'était sans doute le commentaire de tremblant de tous ses membres. Il y a de très bons commentaires qui concernent par exemple les métamorphoses. Livre 3 par exemple. Pardon. Donc, tremblant de tous ses membres, tandis qu'elle me prodiguait ses assurances, elle se glissa dans l'atelier et tira du coffre une petite boîte. Donc là, on parle de métamorphose dans ce cadre-là. Une boîte, je la pris en main, je la baisai, la conjurant de me favoriser d'un envol conforme à mes espérances. Puis, après avoir de suite ôté tous mes vêtements, y plongé une main avide, on paumait une bonne dose de pommade et m'ont frictionné toutes les parties du corps. Donc, et là, il est en train de mettre l'onguent pour qu'il puisse devenir oiseau. On va voir ce qui va arriver. Mes espérances, après avoir su de tous mes vêtements, je m'exerçasse consciencieusement à balancer alternativement mes bras pour imiter le vol d'oiseau. Ni duvet, ni soupçon de plume ne me poussait le moindrement, au lieu de quoi de gros poils épais si on craint. Cependant que ma peau tendrelette se durcissait en cuir épais, qu'au bout de chacun de mes paumes, les 5 doigts se ressemblaient de force en un sabot unique, qu'une langue que me poussait au bas de l'échine. Après quoi ma face se déforme, ma bouche s'élargit, donc elle va devenir Anne. Ma bouche s'élargit, mes narines baissent, mes lèvres pendouillent, mes oreilles se hérissent de poils et s'allongent démesurément. Enfin, seule consolation apparente à cette mutation lamentable, mon membre, quoique devenu inapte à posséder Fautis, a fortement grossi. Donc voilà l'opération de devenir un. Donc inventorions un par un les irrépaраbles outrages infligés à mon corps, me découvrant âne et non oiseau. Me découvrant âne et non oiseau. Peston in petto contre Fautis. Mais n'ayant déjà plus les mots ni les gestes d'un homme, je n'eus d'autre ressource
que de couler vers elle un œil humide et oblique et de l'implorer muettement, la lit pendante. À peine m'eut-elle vue telle, elle se frappa violemment le visage de ses mains en criant: Malheur! Je suis morte, je tremblais, j'étais pressée, j'ai fait un faux geste, les boîtes étaient pareilles, je me suis trompée. Mais bon, donc l'erreur de Fotis. Mais bon, pour cette transformation-là, le remède, il n'y a qu'à se baisser pour le ramasser. Tu broutes simplement des rosées et tu sors de suite à ta peau d'âne pour rentrer dans celle de mon Lucius comme avant. Donc là, on parle de comment la métamorphose a été faite. Lucius chez les Galles. C'est super. Cette œuvre-là est écrite en latin, attention. Métamorphose, qu'est-ce qu'on a? La fête du rire. Pas grave. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous